Et mes chers amis radicaux, mesdames les ministres, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là ce matin avec vous. Je voudrais te remercier, Laurent, de ton invitation. Je suis là avec un peu d'humilité parce que j'ai bien conscience d'être devant le plus ancien parti de France, alors que je suis le représentant sans doute du plus jeune, puisqu'il a moins d'1 an d'existence, de la même façon que le groupe que je préside au Sénat. Donc un peu d'humilité. Je voudrais vous dire également que je suis très heureux d'être à Bordeaux, tout simplement, ma chère Nathalie. C'est toujours un plaisir d'être à Bordeaux, mais quand on est accueilli par un merveilleux amphitryon comme toi, c'est un plaisir redoublé. Je voudrais te remercier et remercier toute l'équipe de Bordeaux qui a préparé ces universités. Alors, vous avez décidé, comment pourrait-il en être autrement, de consacrer cette matinée à la préparation et à la réflexion sur les élections municipales. Je vais essayer d'y apporter ma modeste contribution. Dans quel contexte est-ce que ces élections vont se dérouler ? Tout d'abord, après les élections présidentielles de 2017, les Européennes ont constitué le deuxième tsunami de la recomposition politique. Moi, j'en tire 2 enseignements principaux. Le premier, c'est qu'un parti extrémiste est arrivé en tête d'une élection nationale, ce qui ne semble plus étonner personne. Ce qui est incompréhensible, c'est que pour réclamer plus de démocratie, les électeurs votent pour le parti, recordman du népotisme et de l'opacité, dirigé depuis 60 ans par le père, puis par la fille, puis bientôt par la nièce, que pour dénoncer un système qu'ils estiment corrompu, ils votent pour le parti recordman des rendez-vous judiciaires, et que pour redresser l'économie, ils votent pour une dirigeante qui a fait la preuve de son incompétence absolue en la matière il y a 2 ans lors du débat télévisé de la présidentielle et dont le programme économique est à peu près celui de Georges Marchais en 1970. Napoléon disait « En politique, une absurdité n'est pas un obstacle, on le constate tous les jours ». Si les partis populistes ne représentent plus aujourd'hui que 30%, ce qui est tout de même considérable, contre 41% à la présidentielle, c'est grâce à l'effondrement du leader minimo de la France soumise à Cuba, ce qui est une maigre consolation. L'homme au micro entre les dents s'est disqualifié jusque chez ses proches en autoproclamant son corps sacré lors d'une perquisition. Les cascades d'exclusion ont délié les langues et nous savons maintenant qu'avec son égérie, ces perpétuels donneurs de leçons dirigeaient leur groupuscule à peu près comme les Thénardier géraient l'auberge de Montfermeil. Après la défaite, les jeunes loups du parti estiment que leur tour est venu. Je crois qu'il y a du rififi en perspective quand on sait que plusieurs d'entre eux sont le genre de personnes qui entrent derrière vous dans une porte à tambour et qui en ressortent les premiers. Et malgré tout ça, ce qui est incroyable, ce n'est pas que LFI soit passé de 20% à 6%, c'est qu'il y a encore en 2019 6% de Français qui votent pour la révolution bolivarienne. Le deuxième coup de tonnerre de cette élection, c'est que la gauche démocratique et la droite républicaine, à la tête du pays pendant 60 ans, aient obtenu ensemble moins de 15% des voix. En ce qui concerne le PS, je ne suis pas spécialiste, mais l'explication me paraît assez simple, comme je l'expliquais il y a quelque temps au Sénat. François Hollande a mené avec constance pendant 5 ans une politique qui ressemble à celle d'une enseigne que j'ai vue un jour sur la route, restaurant ouvrier, cuisine bourgeoise. Du côté de LR, Nicolas Sarkozy déclarait le soir des Européennes « Il n'y a plus de droite dans notre pays ». Je trouve le jugement expéditif. Je ne crois pas que la droite soit morte, mais elle est partie. Elle a commencé à partir le jour où quelques-uns de ses dirigeants ont décidé que la reconquête passait par l'adoption des idées les plus raides et qu'ils ont cessé de tenir compte des minoritaires. Le parti, mon parti à l'époque, ne pouvait alors que s'effeuiller comme un artichaut. Une feuille à la défaite de 2012, une feuille au match de boxe Copé-Fillon, une feuille lors du refus de choisir entre Le Pen et Macron au 2e tour de la présidentielle, une feuille aux européennes et une fois la dernière feuille partie, le 26 mai au soir, la droite s'est aperçue qu'1 million de ses électeurs n'avaient pas voté pour son candidat, mais pour la liste En Marche, et 500 000 pour le Front national. Le bilan des européennes, enfin, c'est l'apparition de l'affrontement entre démocrates et populistes. Pendant toute la campagne, les adversaires d'Emmanuel Macron l'ont accusé de prendre l'élection en otage en réduisant son enjeu à un affrontement entre progressistes et populistes. Ils n'avaient pas tort.
Mais ce qu'ils n'avaient pas compris vraiment, c'est que ce n'était pas seulement un slogan de campagne, c'était aussi la réalité. Lorsque presque tous les pays de l'Est de l'Europe sont dirigés par des populistes, plus l'Italie, lorsqu'ils font entre 15 et 30% dans les pays d'Europe de l'Ouest, lorsqu'on est entouré de Poutine, d'Erdogan ou de Xi Jinping, il est temps pour les démocrates d'affronter les populistes et non de leur courir après. Le monde est devenu dangereux et il est devenu compliqué. Avant, vous étiez de gauche, du centre ou de droite et vous votiez en conséquence. Mais il y a désormais deux axes de lecture, l'axe gauche-droite et l'axe démocrate-populiste. Je partage l'analyse du président de la République sur ce point, mais je préfère de loin le terme de démocrate à celui qu'il emploie de progressiste, tant j'ai vu dans ma vie se produire de catastrophes au nom du progrès. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai été pendant de nombreuses années président de Médecins sans frontières, et les catastrophes au nom du progrès, je peux vous dire que je sais ce que c'est et ce que ça donne. Les élections municipales, c'est en tout cas mon avis, seront une parenthèse dans cette recomposition. Bien sûr, elles vont être à nouveau un choc dont il est difficile de prévoir l'issue entre ce qu'on appelle maintenant le nouveau monde et le vieux monde, et les anciens partis qui se sont effondrés en 2017 et 2019, à l'exception bien entendu du Parti radical, mon cher Laurent, comme nous l'a expliqué tout à l'heure Franck Régnier. Mais ces derniers, les partis traditionnels, ont évidemment cette fois un avantage considérable. Ils tiennent l'immense majorité des municipalités moyennes ou grandes. Jusqu'au 22 mars à 19h55, personne ne va parler de politique. On va parler de rassemblement. J'ai entendu ce mot dans la bouche de tout le monde. Les partis croiseront les doigts, compteront sur la primo-sortance, sur la notoriété de leurs maires, qui eux-mêmes mettront rarement en avant leur étiquette. Partout en France vont se présenter des listes couleur de muraille, d'autant plus ouvertes, rassembleuses et apolitiques que les sigles des partis, et je le regrette parce que c'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie représentative, ces sigles des partis risquent d'être contre-productifs. Mais à 20h le même jour, à 20h01, les spécialistes des statistiques électorales comme les leaders de partis redécouvriront comme par enchantement les couleurs politiques de leur poulain. Et ce soir-là, à la télé, on comparera les scores des nouveaux maires à ceux des élections européennes. Et ce sera un peu compliqué parce qu'il y aura d'un côté ceux qui resteront ancrés dans leur parti traditionnel, ceux qui auront l'étiquette En Marche, ceux qui seront Macron-compatibles sans quitter le parti, et chacun voudra comptabiliser les uns et les autres dans sa besace, et ça permettra à chacun, comme d'habitude, de se proclamer vainqueur. C'est pour cela que je dis que ces élections seront sans doute une parenthèse dans cette recomposition politique. Mais je crois qu'il ne faudra pas s'y tromper. Cette parenthèse n'empêchera pas que le basculement du clivage droite-gauche vers le clivage démocrate-populiste se poursuivra. Et la question suivante se posera dès le 23 mars. Quelle sera la tâche du candidat des démocrates en 2022 ? Elle sera de gagner le premier tour au sein de l'électorat qui va de la social-démocratie aux conservateurs libéraux et qui refuse aussi bien le populisme à la Salvini que les révolutionnaires bolivariens d'opérette et qui représente 60% des votants, ceux qui permettront de gagner au deuxième tour. Ce sujet nécessite une analyse au moins aussi longue. Franck Régnier, je suis tout à fait d'accord avec lui, il a commencé à la faire en partie. Ce sujet nécessite une analyse au moins aussi longue et sans doute plus compliquée que celle que j'ai faite, déjà trop longuement, et donc je n'ai pas le temps de l'aborder. Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler lors d'une prochaine rencontre, par exemple lors des prochaines universités d'été et du Parti radical. D'ici là, je voudrais seulement vous dire à quel point je me réjouis que mon parti prépare ces élections municipales avec vous, les radicaux, avec des valeurs et des objectifs communs et en étroite collaboration. Et je veux également souhaiter à chacun et à chacune, à tous ceux et à toutes celles d'entre vous qui seront candidats, le plus grand succès possible le premier jour du printemps 2020. Merci beaucoup.